Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, 40 ans de carrière, découvreur de talent, producteur. Jimmy Lévy a presque tout fait dans l'univers du spectacle, dans tous ses genres, avec une prédilection pour les arts du rire qui en ont fait bien sûr un des promoteurs majeurs de la scène comique française, de Michel Laguerre à Gad Elmaleh jusqu'à Patrick Timsit en partant évidemment par Danny Boone aussi, en passant par Elie Semoun et d'autres artistes, une bonne vingtaine d'autres dans leur ascension vers les sommets. Aujourd'hui, il est à la manœuvre au Théâtre des Enfants du Paradis. Qui est alors ce chasseur de tête ? L'occasion de découvrir notre invité aujourd'hui en direct sur nos plateformes streaming radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jimmy Lévy. Bonjour Cyrielle. Alors dites-moi ce que vous voulez me dire il y a quelques secondes. Dites-moi, vous pouvez tout dire. Je peux tout dire ? Bien sûr. Je n'ai pas produit Elie Semoun. Vous n'avez pas produit Elie Semoun. Eh bien Non. au moins on fait le clair sur tout ça et on va en parler ensemble bien sûr de tous les artistes que vous avez produits. Merci d'être mon invité aujourd'hui pour Merci découvrir avec joie votre actualité bien sûr parce qu'on va parler du théâtre ensemble, notamment en deuxième partie d'émission avec Hélène Kuttner qui est venue voir une pièce que vous jouez, qui joue en ce moment chez vous aux Enfants du Paradis. Mais d'abord, l'envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si vous êtes un homme de l'ombre, Jimmy Lévy. J'ai l'impression que c'est un choix qui a toujours été. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est vrai. Vous avez toujours eu la volonté d'être derrière. On va le voir dans votre carrière et on va le découvrir. Mais avant le début, toujours le début. Jimmy Lévy, vous êtes né le 25 mai 1953 à Tanger au Maroc. Votre père est télégraphiste et votre mère espagnole, secrétaire bancaire. Vous pouvez me corriger évidemment si je me trompe. Il déménage à Genève en 1961 alors que vous n'avez que 8 ans a priori. Quelle enfance vous avez eue ? Vous êtes très bien renseigné. Hein. On a essayé. Bon. Oui, c'est vrai. Je suis né à Tanger. J'ai vécu ma petite enfance à Tanger. J'ai encore des souvenirs très lumineux de cette ville et de cette villa. Ma maman était secrétaire dans une banque, effectivement, et mon papa était radiotélégraphiste à l'époque. Et ils sont partis pour des raisons qui tenaient à la fois au contexte au contexte israélien en réalité, parce qu'il y avait eu une visite de Nasser au Maroc qui avait mal tourné. Il y avait eu passablement d'assassinats de juifs au Maroc à l'issue de cette tournée de Nasser. J'ai un oncle qui, du reste, lui-même a été blessé, poignardé en fait. Et donc c'est à ce moment-là que l'histoire des Juifs de Tanger a tourné. Et qu'ils ont commencé à partir, en fait. Ils ont commencé à partir, ils sont allés à Genève, en Suisse, mais il y a eu un petit détour par Jérusalem, vous concernant un petit peu plus tard. Hein. C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, c'est à la fin dans les années 70. Voilà, à la fin du lycée. Vous allez passer par Jérusalem et on va en parler dans quelques instants dans cette émission parce que vous avez sorti un premier roman et je crois qu'il y a peut-être un parallèle à faire, mais nous y viendrons, le temps d'y réfléchir ensemble. Oui. On parlera aussi de ça donc tout à l'heure, mais vous faites des études de psychologie, de philosophie, et de littérature du Moyen-Âge à l'Université protestante de Genève. Vous suivez les séminaires de Jacques Derrida, de Roger Dragonetti ou Georges Steiner. Le tout pendant 7 années. Jean Starobinski aussi. Robinski. Qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça ? Quelle quête vous avez à ce moment-là ? Il n'y a pas de quête particulière au départ. C'est une curiosité. Une curiosité d'abord pour les mots, pour les lettres et pour la pensée. D'une manière générale, je pense qu'à cet âge-là, lorsqu'on a 19 ans ou 20 ans, on est quand même très indéterminé. On se cherche. Et on cherche ce qu'on cherche. Donc, comme j'avais pas un esprit particulièrement scientifique, quoique je me suis beaucoup intéressé à la logique formelle, par exemple, dans mes études de philo, justement. Je crois que ce qu'on cherche, en fait, c'est à se situer à ce moment-là, à savoir à quelle place on est à l'aise, à quelle place
on commence à être quelqu'un. Et alors, est-ce que vous allez vraiment décider, vous, Jamie Levy, parce que le soir, vous discutez art, vous parlez politique, littérature, cinéma, et il y a peut-être une évidence artistique en face de vous et une vocation qui va se créer avec un ami à vous? Oui, avec une connaissance en fait, et c'est vraiment le fruit du hasard. C'est un garçon qui venait faire le zouave dans le bistrot qui était dédié aux étudiants en face de l'université de Genève. Et il faisait le zouave tous les soirs, il montait sur les tables, et un beau jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit « mais pourquoi tu fais pas un spectacle avec ça ?» Et il m'a répondu d'accord, mais est-ce que tu peux m'aider? Et je n'y connaissais strictement rien à l'univers du spectacle, à la production, à tout ça. J'avais aucune idée de comment ça se faisait, donc j'ai appris sur le tas. Vous avez appris de façon tout à fait autodidacte. Comment il s'appelait, vous vous souvenez? Pierre Miseret. C'est ça. Et on est en 78. Vous réalisez alors votre premier one-man show avec lui. C'est un humoriste suisse. Vous n'étiez pas sur scène, mais derrière le rideau, face à la scène en tout cas. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Par quoi vous avez commencé finalement? Par le regarder répéter, par lui donner mon avis sur ce qu'il faisait, sur le rythme du spectacle, enfin, qui était en train de se constituer, sur aussi les aspects les plus efficaces et les plus drôles de ce qu'il apportait. Et par la suite, vous allez créer le Moulin à Danse à Genève. C'est quoi le Moulin à Danse? Le Moulin à Danse. Alors le Moulin à Danse, c'est aussi le fruit du hasard. Il y a beaucoup de hasard dans la vie. Mais Et vous croyez au hasard, vous, Jamie Levy? Pas du tout. On est d'accord. Pas du tout. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que pour prendre des trains, il faut être sur le quai de la gare. Donc, le hasard ne vous arrive que si vous voulez qu'il se produise. Voilà, il faut être ouvert à ça. Si vous êtes réceptif, les choses peuvent vous arriver. Si vous êtes fermé sur vous-même ou bloqué sur quelque chose, elles ne viennent pas. Le Moulin à Danse. Le Moulin à Danse, alors le Moulin à Danse, c'était une sorte d'association un petit peu à la dérive, qui faisait la promotion des danses de salon, etc., etc. Enfin voilà. Et puis j'y étais une fois pour voir et on m'a dit on va arrêter tout ça. J'ai dit non, c'est une très bonne idée, mais il faut le faire autrement. Puis voilà, et je m'en suis occupé. Et vous avez mis le nez dedans, et j'imagine que ça a bien évolué ensuite. Voilà. Quelques temps plus tard, en 82, vous allez créer un autre spectacle à Paris. Michel Laguerry, à la Gaîté Montparnasse, le comédien et humoriste, était d'ailleurs sur le plateau de Champs-Élysées cette année-là. Je crois même qu'Enrico était dans le studio. Il mettait en scène un spectateur dans une salle de cinéma où l'on passe un western américain. Un petit extrait. Je m'excuse encore, mais c'est commencé, c'est le petit film, c'est le grand film, c'est les actrices. Ta gueule! Ça commence. What I got a man. Version doublée. Bordo fordekesh, bordo fordekesh, mais tout kayaj, wartendi, shlach les babos, ardajna, barman, un thé citron. Et vous me disiez, en off, ça fait longtemps. Mais oui, mais les débuts sont importants. Jamie Levy, Michel Laguerry, il est révélé au grand public par cette émission de télé, mais bien avant, au Théâtre de Bouvard, l'écriture des Leb Show. Mais vous avez déniché ce talent avant tout le monde? Non, en fait, j'ai organisé un festival. C'est la première fois que j'ai organisé aussi un festival en Suisse, à Puy, en 1982. Vous n'étiez pas né? Peut-être que si. Mais non. Non, vous ne l'étiez pas. Et donc, ce garçon-là est venu dans le cadre de ce festival, dans la compétition de ce festival. Et donc, c'est à cette époque-là que j'ai fait la connaissance de plein de gens. Jean-Michel Boris, qui était le directeur de l'Olympia, enfin, Diane Dufresne, Claude Nougaro, etc. Tous ces gens-là étaient venus comme membres du jury ou pour donner leur spectacle. Et ce garçon-là a gagné la compétition donc des révélations d'humour. Et il m'a demandé de l'accompagner. À l'époque, j'étais en train de produire un spectacle de Jean-Luc Bidault en Suisse qui s'appelait Stratégie pour deux jambons,
qui est une pièce de Raymond Cousse. Et donc ce garçon me dit, mais voilà, j'ai besoin d'un producteur, est-ce que... Et moi j'habitais en Suisse à l'époque encore, en 82, et donc j'ai débarqué à Paris, la fleur au fusil, avec pas beaucoup d'argent, et en me disant, on va tenter le coup. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que on a pris cette salle à la Gaîté Montparnasse en deuxième horaire, je m'en souviens très bien, puisque en premier horaire, il y avait la troupe du Splendide qui jouait les Bronzés, en fait. Et je crois que ça doit être le jour ou le lendemain de la première que Michel Laguerre a passé son premier sketch dans la première émission de Philippe Bouvard. Et ça a fait un carton, l'émission. Et le lendemain, le théâtre était plein. Alors, vous allez ensuite devenir programmateur un temps au Printemps de Bourges, d'abord, avant de devenir propriétaire du Palais des Glaces en 88, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez dénicher des talents. Mais d'abord, comment arrive cette opportunité du Palais des Glaces? Parce que on n'arrive pas, encore une fois, comme ça, par hasard. Comment ça arrive dans vos mains? Alors, ça n'arrive pas du tout par hasard. En tout cas, mon désir d'acquérir un théâtre ne vient pas par hasard à ce moment-là, parce que je m'aperçois, donc en 82, je débarque, je m'aperçois au fur et à mesure de l'exercice de ce métier de producteur, que d'abord, on est à la merci des directeurs de théâtre qui veulent bien vous mettre à disposition leur salle ou la louer ou coproduire avec vous. Donc on est à la merci de leur goût. Et le goût des théâtres parisiens à cette époque-là, à quelques exceptions près, comme le Café de la Gare ou justement le Splendide, à quelques exceptions près, ces théâtres-là ont un très grand mépris pour les comiques. Voilà. Et donc il y a à leur tête une génération de directeurs qui se sont nourris de théâtre. Et j'ai aucun mépris pour le théâtre, hein. J'adore ça, mais en revanche, eux avaient un très très grand mépris pour les clowns, quoi, pour les amuseurs. Pour les amuseurs. Voilà. Et on nous prenait de haut, et au bout d'un moment, comme on dit, ça m'a gavé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais non, je veux plus être à la merci de ces gens. Donc en plus d'être producteur, vous décidez finalement d'acquérir donc un théâtre pour devenir directeur artistique du théâtre et vous permettre de faire découvrir des pépites. C'est ce que j'ai fait pendant près de 15 ans au Palais des Glaces, c'est-à-dire que au lieu d'exploiter un lieu de manière classique, la programmation, c'était les artistes que je produisais à 99%. Donc c'est pour ça que se sont succédés sur ce plateau beaucoup d'artistes aujourd'hui très connus. Jimmy Levy, j'ai le souvenir très clair de voir une jaquette de cassette du premier spectacle de Gad Elmaleh avec votre nom en tête d'affiche. Jimmy Levy présente Gad Elmaleh. Pour ceux qui nous suivent évidemment sur les réseaux sociaux, plateformes streaming, eh bien on peut le voir puisque on est en Facebook Live également et on est en live avec cette photo que nous avons mis aujourd'hui. Jimmy Levy donc présente Gad Elmaleh, Décalage au Palais des Glaces. Ce spectacle est sorti en VHS en septembre 97. On apprécie cette photo, mais c'est toute une époque pour vous. Je vais vous raconter un truc sur cette photo parce que c'est assez amusant. On a fait cette photo, donc évidemment pour l'affiche du spectacle, etc. Donc elle a été placardée à l'entrée du théâtre. Or, à cette époque-là, ça va peut-être vous étonner, Gad se trouve moche. Mais quand je dis moche, c'est-à-dire qu'il a une répulsion pour son image. Et donc, à chaque fois qu'il voit cette affiche, quand il vient jouer, il s'en plaint. Et c'est pour ça que la deuxième affiche, c'est-à-dire l'affiche du spectacle suivant que je produis, qui s'appelle La vie normale, si vous regardez l'affiche, vous verrez qu'on ne voit pas son visage. On voit autre chose que son visage. On va peut-être chercher cette affiche pour essayer de la diffuser. Mais d'abord, comme ce spectacle a une grande importance, on va écouter un petit medley de ce que vous avez contribué à faire Magnifique découvrir Jimmy Levy. Oh
كانت الجولي للشاب خدمتي السوقة. Laisse-moi aller me faire des nouveaux amis, laisse-moi aller courir un peu, laisse-moi respirer de l'air, laisse-moi me gazouiller dans l'herbe, laisse-moi m'expanouir. اشعل كنبوش اتكلوس تحتوش اشعل كنبوش اتكلوس تحتوش اشبح علي combattre. امشي السوقة. Il était intraitable. Toujours, il lui disait, ouais, nous le dire, mec, tu bouges pas. Après, tu te mets comme ça dans la queue. Tu trouves la place comme ça. Tu lèves la tête. Là-bas, c'est McDonald's. En haut, ils ont accroché la photo de ce que tu vas manger. C'est comme si moi, je vous invite à la maison. Et je mets la photo de ce que vous allez manger. Alors, Ça vous émeut, je pense, Jimmy Levy, d'entendre ça. Vous m'avez fait un petit geste de la main en tordant, comme on fait chez nous, pour faire cet accent. Il y a beaucoup de vous, je pense, dans ce spectacle. il y a beaucoup de nous. Ouais. Il y a beaucoup de nous parce que évidemment, ça renvoie à une culture d'enfance, pour lui d'adolescence. Mais ce qu'il y a de plus marquant, en fait, c'est à nouveau, c'est la rencontre, en fait, avec Gad. Parce que la rencontre s'est faite d'une manière assez comique. C'était ma transition, alors on veut tout savoir. Je vous fais votre transition. À cette époque-là, je suis producteur, je produis déjà quand même pas mal de choses. Je crois que c'est l'époque où je produis Danny Boone. Et ma mère, qui habite à Genève, donc, me harcèle en me disant « Il y a un garçon, il faut absolument que tu ailles le voir. Il est juif et il est marocain. » Et moi, dans ce cas-là, évidemment, je mets 4 freins. Je dis « Bon, ma maman essaye de me refiler le énième... Mais les mamans ont toujours raison. Voilà. Et donc, à force d'insistance, je me décide à y aller. Donc, je vais voir Gad, qui à l'époque jouait au Trévise. Et là, je me prends une claque. C'est-à-dire que je vois la bête de scène que c'est. La bête de scène qui est encore dans le désordre, parce que, comme tous les comiques débutants, la tendance est à déballer sa valise de représentants. C'est-à-dire, on ouvre la valise et on montre tout ce qu'on sait faire. Pas toujours dans l'ordre, pas toujours dans une cohérence, etc. Et à partir de là, je vais le voir dans les coulisses et tout, et je lui dis que voilà, qu'on a un truc à faire ensemble. Et c'est comme ça que l'aventure démarre, et intervient à ce moment-là Isabelle Nanty. Et voilà, et naît à ce moment-là ce qui va devenir Décalage, qui est à mon avis la masterpiece. Oui. C'est-à-dire que voilà. Nous sommes d'accord. Quoi qu'on dise, ça n'a pas été le spectacle le plus populaire, loin s'en faut. Surtout au début, ça n'a pas été simple. Il n'a pas cartonné au début. Non. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a mis, pour qu'on arrive vraiment à remplir des salles, ça a mis 3 ans. À quel moment ça devient fulgurant? C'est avec ce spectacle ou celui d'après? C'est celui d'après. Celui d'après, La vie normale. La vie normale qu'on crée au De Jazet. Et là, il y a parallèlement, il y a tout un travail de promotion qui a été fait. Il a fait beaucoup de radio avec Arthur. Il a tourné dans des films, dont La vérité si je mens, etc. Donc tout ça se fait à cette époque-là, quoi. Jimmy Levy, finalement, est-ce que c'est vous qui donnez sa chance à Gad Elmaleh ou c'est lui, quelque part, qui vous donne la vôtre? C'est compliqué. Au moment où on se rencontre, je pense que c'est moi qui lui donne sa chance. Et par la suite, c'est lui qui me donne la sienne en réussissant. En réussissant. Vous êtes toujours en contact? Oui, bien sûr. Vous êtes toujours amis? Toujours. Vous avez accompagné d'autres artistes, évidemment. Jimmy Levy, vous l'avez dit tout à l'heure, Danny Boone. Je ne veux pas dire de bêtises, alors dites-nous qui vous avez accompagné. Jamel Debbouze, son premier spectacle. Patrick Timsit. Voilà. Est-ce qu'il y a eu les Vampes? Les Vampes, c'est 10 ans de ma vie. Voilà. Jean-Marie Bigard. Oui. Pierre Palmade. Oui. Eric et Ramsey.
Oui, bien Pas sûr. d'Elie Semoun, François Rollin et Oui. une bonne vingtaine d'autres artistes, évidemment. Chantal Latsou. Chantal Latsou. Enfin, J'allais vous dire, produire un artiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire le découvrir, bien sûr, l'accompagner, l'aider à se dépasser, l'encourager, miser Non, sur non, lui non, financièrement. non. Produire un artiste, pour moi, c'est avoir une vision. C'est-à-dire, vous voyez l'artiste et vous vous dites, ça peut devenir ceci. C'est possible. Et vous l'accompagnez dans le devenir ceci? C'est ce que j'essaye de faire, oui. Ils vous l'ont tous rendu, Jimmy Levy. Ils m'ont rendu quoi? Je sais pas, la foi que vous avez eue en eux, l'amitié, l'amour aussi que vous pouvez avoir pour des artistes. Certains, oui, bien sûr. D'autres, non. Non. Vous avez eu des grosses déceptions. Ah oui, mais c'est un métier de déception. D'accord. Le meilleur humoriste pour vous aujourd'hui, c'est qui? C'est une vraie question. Gaspard Proust. Gaspard Proust? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé. J'ai vu Gaspard Proust à ses tout débuts sur scène, c'était dans le Off d'Avignon. Et je vous avoue, je me suis un peu endormi. C'est très très pointu, Gaspard Proust. Hein. C'est pas très pointu, c'est très irrévérencieux. Ça fait mal. Oui, ça fait mal, bien sûr. Et donc, on compare souvent à des proches. J'aime bien... Oui, il y a de ça, bien sûr. C'est dans cette lignée. De tout ce que vous avez lancé, qui s'en sort le mieux pour vous? Gad. Gad, toujours aujourd'hui? Oui. Votre plus belle rencontre? Gad, oui, on sent. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui encore et toujours dans le fait de produire? Parce que ça dure depuis si longtemps. Ça pourrait s'essouffler comme beaucoup de métiers où on pense à se divertir ou à se diversifier. C'est ce que vous avez fait aussi. On va en parler dans un instant. On va parler de vos romans, évidemment. On ne peut pas dire que je me sois diversifié parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des activités artistiques à moi. Donc, c'est pas une diversification. Je suis cette diversité-là. Je ne suis pas simple. Voilà. Il y a un article sur lequel je suis tombée qui dit que vous êtes un producteur rigoureux, craint, perfectionniste, à tendance boulimique du travail. Est-ce que cette plume a raison? Oui. Je suis un casse-couille. Jimmy Levy, vous êtes bon, je ne vais pas répéter ça. Très tôt, très jeune, vous n'avez pas l'ardeur, l'envie d'être sur les planches, mais ça vous passionne quand même. Comment vous expliquez ça? Alors, je vais vous raconter l'anecdote, parce que c'est une anecdote qui m'a guéri. Un jour, et c'était durant mes études universitaires à Genève, je monte un spectacle qui s'appelle Adios Querida. Adios Querida, c'est un spectacle en ladino. Et dans ce spectacle en ladino, qui retrace les aventures les Juifs espagnols. Exactement, une histoire d'amour au travers de l'Inquisition, en gros. Et donc, et en reprenant des chants traditionnels ladinos. Et là, on me demande de monter sur scène, c'est-à-dire de jouer la comédie. Je le fais. Et je pense que c'est le plus mauvais souvenir de ma vie. Parce que ça n'était pas ma place. Vous n'avez pas été piqué par ça? Ah non. Mais par contre, derrière le rideau, oui. Derrière le rideau, c'est devenu ma seconde nature. C'est-à-dire que c'est ce que je sais faire. Et on va en parler évidemment encore dans cette émission. Vous restez avec nous, bien évidemment. Dans quelques minutes, on continue à parler avec notre invité aujourd'hui, Jimmy Levy, directeur du théâtre Les Enfants du Paradis, producteur, directeur artistique. On poursuit cette émission également avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 passé d'une minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres présenté par Eva Soto.
De retour sur Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, le producteur Jimmy Levy, directeur du théâtre Les Enfants du Paradis. Et on en parlait tout à l'heure, Jimmy Levy, après le Palais des Glaces que vous avez transformé en temple du comique. Et puis quelques années à la direction du théâtre Grévin, vous avez produit des émissions de télévision, des fictions, du théâtre, œuvré aussi pour la réouverture du Palace. Et après la Divine Comédie, vous êtes surtout aujourd'hui, depuis 2021, directeur, programmateur du théâtre Les Enfants du Paradis, qui je crois continue à faire découvrir d'autres talents. Également, bien sûr. Et la Divine Comédie. Vous allez aussi monter des pièces de théâtre. On va le voir dans un instant avec Hélène Kuttner. Mais qu'est-ce qu'on doit venir découvrir chez vous ? Écoutez, moi j'ai pris le parti, comme directeur artistique et donc dans les choix de programmation, d'ouvrir d'une manière beaucoup plus éclectique que je ne le faisais avant. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais rien m'interdire. Mais un peu à l'image de ma propre existence, je ne vais rien m'interdire. Je vais aussi bien accueillir des spectacles musicaux que des spectacles pour jeune public, que de la comédie, du one-man show, du seul en scène, y compris des spectacles entre guillemets plus pointus comme le Sagan de Caroline Loeb, qui joue toujours chez nous. Voilà. Qui n'est pas proprement du comique, puisque c'est Françoise Sagan qui monologue avec elle-même. Donc, je ne m'interdis rien, et tant mieux, en fait. Parce que j'ai beaucoup souffert, en fait, dans le développement de ma carrière de producteur, je dirais pas de l'intolérance, mais du fait qu'on mette les choses dans les cases, quoi. C'est-à-dire que les images de théâtre ou de producteurs monolithiques comme ça, qui ne font que du théâtre sérieux, ou que du comique, ou que de ceci ou que de cela, il y a un moment où on a fait le tour. Donc voilà, c'était le moment de faire ça. Donc il y a une diversification aussi. Il y a une envie de diversité, de plus de choses, plus de choix. Ce qu'il faut diversifier, c'est son oreille, surtout. Oui. C'est-à-dire l'ouvrir à d'autres choses. Quoi, et comment vous faites vos choix, Jimmy Levy, alors ? Comment je fais mes choix ? Oui. Alors, ça dépend. D'une part, on est très sollicité. Donc, on choisit parmi ce qui nous sollicite. Et d'autre part, il y a vraiment des choses que je vais chercher. D'accord. Pour l'ouverture des Enfants du Paradis, j'ai été chercher Gad, qui est venu jouer dans une petite salle pour lui, puisque c'est 300 places, qui est venu jouer ce qui est devenu le spectacle actuel. Voilà. Il est venu le tester chez vous ? Exactement. C'est ça, parce qu'on dit tester le matériel dans des petites salles, et puis après... Mais c'est là que c'est un vrai bonheur. Et c'est beau de voir qu'il y a cette fidélité dont nous parlions tout à l'heure aussi, encore entre vous. Artus aussi. Artus, j'ai produit son spectacle. Avec David et John. David et Jonathan, Duel à David et Jonathan, qui a été créé, en fait, dans cet endroit-là, avant qu'il ne s'appelle Les Enfants du Paradis, et qui est revenu jouer en juin dernier, et tout l'automne, avec toute sa troupe. On a parlé de ce qui se joue chez vous, Jimmy Levy. Dans cette partie d'émission, on va découvrir d'une part toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Mais alors, théâtre. Mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, on part évidemment au théâtre avec vous, Hélène Kuttner. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. On va parler d'une pièce qui se joue chez vous, Jimmy Levy évidemment, et qui nous a interpellés, qui s'intitule « Nous sommes tous poussière d'étoiles ». Et vous allez tout nous dire, Hélène. Exactement, Cyrielle. Nous sommes tous poussière d'étoiles. C'est en fait le titre du livre de l'astrophysicien Hubert Reeves, qui raconte, je ne sais pas si vous le savez, Jimmy Levy, que... Je ne savais pas, 97% de nos milliards d'atomes proviennent bien du cosmos. Et tout ce qui constitue notre organisme, nos os, nos muscles, notre peau, sont des tissus vivants composés de molécules constituées d'atomes, de carbone, d'oxygène, de fer, d'azote, de calcium, fabriqués au cœur même des étoiles. Et ce sont ces atomes que l'on retrouve dans les fleurs, les arbres, les animaux, etc., qui se sont intégrés à la Terre il y a près de 4 milliards d'années. Alors,
Cyrielle, vous allez me dire, qu'est-ce que cette chronique science va faire dans la chronique théâtre ? Bien justement parce que le spectacle que j'ai vu et qui se joue chez vous, qui est une comédie, ça s'appelle Nous sommes tous poussière d'étoiles. C'est Fabrice Lelion qui l'a écrite. Il est auteur et comédien. Et ça se joue en ce moment chez vous. C'est très drôle. C'est très drôle. Est-ce que c'est une comédie scientifique qui raconte avec drôlerie, humour, la lente décomposition de ces poussières d'étoiles, ou c'est autre chose, Hélène ? J'aurais cru, mais pas du tout, en fait. Mais ça n'a rien à voir. C'est, en fait, on est en plein cœur du Yellowstone. C'est l'immense parc naturel américain de la taille de la Corse, empli de geysers, de canyons, de chutes d'eau, mais aussi d'animaux sauvages de type ours, bison, loup ou wapiti. Un endroit sauvage, extrêmement beau, où vont se retrouver par le plus grand des hasards 2 copains qui se sont perdus de vue depuis 20 ans et qui se font face à des milliers de kilomètres de chez eux. Alors, il y a Florent, un quadragénaire un peu sauvage qui a décidé de s'offrir son rêve, c'est-à-dire une randonnée en solitaire dans le parc durant 2 semaines avec sa tante T-E-N-T-E Quechua. Il y a Arnaud, une grande gueule donc c'est l'auteur qui ne semble avoir peur de rien, qui fait partie d'un voyage organisé. Il se retrouve, il plaisante, on brasse quelques souvenirs, on cherche à savoir finalement pourquoi on s'est perdu de vue depuis si longtemps. Et puis, mine de rien, on décide de faire un bout de chemin dans un endroit qui va réserver les plus cocasses et les plus horribles surprises. Alors, est-ce que ça ressemble à un pastiche de film d'aventure ? Exactement, c'est un film d'aventure en pastiche sur scène et avec une aventure qui démarre plutôt doucement, comme des retrouvailles polies, mais au final, on découvre que ces deux-là ont plus d'un passif non réglé, c'est-à-dire une femme qu'ils se sont partagée jalousement, un enfant qui va finalement retrouver les 2 papas. Il y a des aventures rocambolesques, il y a des aventures graves, et nos 2 héros qui ressemblent de très loin à ceux de Koh-Lanta, armés de kits de survie, de pioches, de médicaments, en plus de leurs muscles et de leurs bagous, vont se liquéfier comme l'eau de leur gourde face à une horde de loups qui surgit de nulle part. Bref, on est à Koh-Lanta, on passe à Mowgli en oubliant la case Tarzan. Il faut avouer qu'ils rivalisent de ridicule, on rit beaucoup, les dialogues sont savoureux, déjantés, carrément burlesques, parce que les loups, la faim, la soif, la fatigue, dans des canyons brûlants où évidemment le réseau de téléphone ne fonctionne pas, ne sont rien en comparaison de ce qui les attend, c'est-à-dire un séjour chez un sorcier amérindien qui leur fait boire une potion hallucinogène de l'ayahuasca. Voilà, c'est Cyrielle qui me reprend de l'ayahuasca, parce que je sais que Cyrielle en prend souvent. Pas du tout, alors là, imaginez. C'est une préparation, donc l'ayahuasca, une préparation à base de lianes. Peut-être, on va se renseigner. C'est des plantes. C'est des lianes de la forêt amazonienne qui permettent d'entrer dans un état de transe, de vomissement, de purification afin de retrouver son moi profond. Je tiens quand même à faire un petit coup de projecteur là-dessus. On a fait une émission spéciale sur le sujet avec Jonathan Lehmann pour son livre sur le sujet qui s'appelle Le journal intime d'un voyageur chamanique. C'est quand même assez dangereux, donc il faut faire très attention. C'est assez encadré, il faut partir assez loin pour pouvoir le pratiquer. Et donc c'est grâce à cette potion qu'ils vont vraiment retrouver leur amitié. Exactement, ils vont se retrouver, ils vont retrouver leur amitié. L'ayahuasca opère sur eux de prodiges, ce sont des hommes neufs, ils vont tout s'avouer, sans le poids de leur orgueil, de leur rivalité masculine, débarrassés en fait de leur armure de surhomme et prêts à se retrouver vraiment. La pièce, c'est d'ailleurs un très bel hommage à l'amitié, avec 2 comédiens, Olivier Coisnon et Fabrice Lelion, qui est l'auteur de la pièce, qui font preuve d'une très belle humanité. Alors, nous sommes tous poussière d'étoiles, n'est-ce pas, Jimmy Lévy ? Et surtout, allez le voir lundi prochain. Exactement. Nous sommes tous poussière d'étoiles de Fabrice Lelion. C'est aux Enfants du Paradis. Lundi 13 février à 19h30. Showcase, comme vous nous l'avez dit. Peut-être qu'il reviendra sur d'autres dates. Jimmy Lévy. C'est-à-dire que le but de ces showcases est que les artistes puissent se tester non seulement par rapport au public, mais par rapport à la salle dans laquelle ils jouent. Et c'est à partir de là que peut-être on va se décider une programmation plus régulière. Pour quelque chose de plus fixe. Voilà. C'est au 34 rue Richer, dans le 9e arrondissement de Paris. Oui. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Avec plaisir. Allez, tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Coulon. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jimmy. Dans cette chronique, on va s'intéresser à des artistes que vous aimez, pas forcément dans le cadre professionnel. Alors on commence en musique avec de la musique classique et l'un de vos compositeurs préféré. Il s'agit de Gustav Mahler, un chef d'orchestre autrichien ayant vécu de 1860
à 1911. Alors, on peut entendre un extrait de la symphonie numéro 5, présente notamment dans le film Mort à Venise, sorti en 1971. La musique de Gustave Mahler, en effet, était de nombreuses fois utilisée au cinéma, notamment dans Papy fait de la résistance, Les Amants du Pont-Neuf ou encore Shutter Island de Martin Scorsese. Mais avant que sa musique ne passe à la postérité, Gustave Mahler a dû surmonter quelques obstacles, et notamment celui de l'antisémitisme. On rappelle qu'en 1897, Mahler devient directeur artistique du prestigieux opéra de Vienne. Mais pour cela, le compositeur a dû auparavant se convertir au catholicisme. En effet, à l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit de prétendre à ce poste. Alors, s'il ne veut pas cacher son origine juive, il ne peut donc pas l'afficher ostensiblement, et bien qu'il ait pu devenir directeur de l'opéra, il souffre de l'antisémitisme plus ou moins déclaré d'une partie du public de l'opéra de Vienne. Sa musique sera même bannie sous le Troisième Reich. Alors, un Troisième Reich que Gustave Mahler n'aura pas connu, puisque le compositeur est mort en 1911 à seulement 50 ans, victime d'une maladie du cœur. Alors, Gustave Mahler, qui bien que contraint de se convertir au catholicisme, a toujours tenu à rendre hommage à ses origines dans ses œuvres, notamment par des emprunts à la musique klezmer ou au chant synagogal. Gustave Mahler qui avait déclaré une très belle phrase: « Je suis 3 fois étranger sur la terre, comme natif de Bohême en Autriche, comme Autrichien en Allemagne et comme Juif dans le monde entier. » Est-ce que vous connaissiez cette histoire, Jimmy Lévy ? Un petit peu quand même, oui. En partie. Un petit peu quand même. Est-ce que vous saviez que Gustave Mahler a rencontré Sigmund Freud ? Tout à fait. Alors voilà, le temps est limité, mais j'aurais pu effectivement parler de cette rencontre, j'aurais pu en parler, voilà, j'ai fait mes choix. Mais effectivement, il avait rencontré le psychanalyste. Quelle rencontre ? Oui. On va poursuivre avec un autre chanteur que vous adorez, Jimmy Lévy, et que beaucoup aiment ici, évidemment, c'est Michel Jonas. Oui, Michel Jonas, que nous avons reçu ici même dans cette émission. Alors, on peut entendre Super Nana, le titre fétiche de Michel Jonas, quand il joue sur scène. Michel Jonas, dont la famille, elle aussi, a subi l'antisémitisme, un petit peu comme Gustave Mahler. Alors, dans les années 1920, les parents de Michel Jonas quittent l'Autriche et la Hongrie et s'installent en France. Mais dénoncés par des habitants, ils sont déportés avec toute leur famille. Les parents de Michel Jonas se marient en 1941 à Drancy. Ils échappent à la Shoah, malgré que tout le reste de la famille, lui, soit décimé. Alors Michel Jonas naît donc 2 ans après la libération, en 1947. Et s'il est une sorte de miraculé, il est malgré tout victime d'antisémitisme. Il raconte qu'un jour, un petit garçon est venu le voir en lui disant « Moi, j'aime pas les juifs ». Ce à quoi Michel Jonas lui répond « Ah bon ? Eh bien moi, j'en connais un, il est très gentil », sans pour autant avouer au petit garçon que lui-même est juif. Alors pour revenir sur sa carrière, Michel Jonas, il connaît l'un de ses plus gros succès en 1985 avec la chanson La boîte de jazz, évidemment, une chanson tirée du vécu de Michel Jonas. Flashback, nous sommes dans les années 1960, Michel Jonas n'est pas encore connu. Il se rend dans une boîte de jazz pour y passer une audition car l'établissement recherche un pianiste. Oui, mais voilà, Michel Jonas se ramasse totalement à cette audition, il le dit lui-même, et il avouera plus tard qu'il a donc créé la chanson La boîte de jazz afin de transformer un échec en succès. Pari réussi, puisque la boîte de jazz, qui est donc partie de cette désillusion lors de l'audition, remportera le titre de la chanson originale de l'année lors des Victoires de la musique. C'était en 1985. Et on va poursuivre avec de la littérature, avec l'un de vos poètes si je peux me préférés. permettre, Bien sûr. Je vous conseille écouter Les Fourmis Rouges, oui, et écouter Les Fils téléphoniques. Ah, c'est vos 2 chansons préférées ? Ouais. Écoutez, si vous revenez dans cette émission, on passera ces 2 chansons-là. Mais évidemment, on va quand même les écouter, évidemment, parce que c'est un choix justement de Jimmy Lévy, et on vous recommande également, chers auditeurs, de le faire. Les Fourmis Rouges, c'est ça ? Oui. Les Fourmis Rouges et la boîte téléphonique. Non, les fils Les téléphoniques. fils téléphoniques. Eh bien, pardon. c'est noté. Je On m'embrouille. poursuit avec de la littérature, avec l'un de vos poètes préférés, Arthur Rimbaud. Oui, alors vous nous avez cité quelques auteurs, dont Arthur Rimbaud, l'un des plus grands poètes français, avec une particularité pour Rimbaud, c'est celle d'être très précoce. En 1869, alors qu'il a à peine 15 ans, il remporte les épreuves du concours académique, mais se sentant trop à l'étroit en province, il veut fuguer à Paris. L'année suivante, en 1870, alors qu'il n'a que 15 ans et demi, il trompe la vigilance de sa mère et se rend en train à la capitale. Arrivé en gare du Nord, il est contrôlé, mais ne peut pas présenter de billets puisqu'il n'en a pas acheté. Il est alors détenu dans la prison de Mazas, qui se situe à l'époque en face de la gare de Lyon, avant d'être ramené chez lui par son
son professeur. Hein. Alors cette anecdote donnera naissance au poème Mémoire, dans laquelle il parle de cette première fugue, puisqu'il y en a eu d'autres. Et puis impossible d'évoquer Rimbaud, évidemment, sans parler de Verlaine, hein, son amant. À l'époque, l'homosexualité fait scandale. Les deux amants ont même été contraints de s'exiler en Belgique et en Angleterre. Et c'est la relation à la fois passionnée et chaotique hein, entre les deux poètes qui donnera naissance à des œuvres telles que Une saison en enfer ou encore Les Illuminations. Alors flashback, hein, nous sommes en 1873. Rimbaud et Verlaine entretiennent une relation tumultueuse. Verlaine subit en effet les coups et les moqueries de Rimbaud, souvent ivre et agressif. Leur édile atteint un paroxysme de violence cette année-là quand Rimbaud annonce à Verlaine qu'il veut le quitter. Fou de colère, Verlaine tire alors 2 fois sur Rimbaud. Une balle atteint son poignet, l'autre la rate. Alors arrêté, Verlaine est condamné à 2 ans de prison. Et là c'est assez croustillant puisque c'est donc pendant sa convalescence que Rimbaud va écrire Une saison en enfer. Et une fois qu'il a fini son œuvre, il envoie un exemplaire de son livre à Verlaine en prison, dédicacé avec la petite phrase suivante « Sans rancune ». Une anecdote assez incroyable. Je vous recommande la lecture du Rimbaud de Pierre Michon. Ouais. Qui parle très très bien de cette relation. Cette relation et de cette histoire entre eux. Et qui en parle avec un style littéraire extraordinaire. Je me demande si on nous l'a pas dit, parce qu'on a déjà reçu quelqu'un qui aimait beaucoup Rimbaud aussi, et on nous a parlé de ce livre-là. On va terminer avec du cinéma et votre film préféré de Jimmy Levy. Oui, alors Jimmy Levy, quand on vous demande quel est votre film préféré, vous nous répondez Citizen Kane, un film sorti en 1941 et réalisé par Orson Welles. C'est un film longtemps considéré par certaines critiques comme le meilleur film de tous les temps. Alors on rappelle rapidement le scénario. Charles Foster Kane, un grand magnat de la presse, meurt dans son manoir de Xanadu. Juste avant de mourir, Kane prononce dans un ultime soupir le mot Rosebud, qui suscite la curiosité du monde entier. Jerry Thompson, un jeune reporter, enquête alors sur cette énigme et se plonge dans la vie de Charles Foster Kane. Alors les contacts qu'il prend avec les proches du magnat lui font alors découvrir un personnage gigantesque, mégalomane, égoïste et aussi solitaire. Alors quelle est donc la signification de ce mot Rosebud ? Eh bien la fin peut surprendre, mais je laisse le soin aux auditeurs qui n'auraient pas encore vu ce film de la découvrir par eux-mêmes. C'est assez savoureux. On pourra juste dire que Citizen Kane, c'est l'histoire de destin qui se brise en ayant croisé le destin de Citizen Kane, un destin encore plus terrible d'un homme voué depuis son enfance à l'abandon. On découvre donc le tragique sort d'un homme puissant qui ne sait pas utiliser son pouvoir et en oublie ses idéaux. D'ailleurs, je finirai par une citation de Orson Welles, le réalisateur du film, qui disait « On est seul, on vit seul, on meurt seul. C'est seulement à travers l'amour et l'amitié que l'on peut créer l'illusion momentanée que nous ne sommes pas seuls. » Je vais vous raconter une petite anecdote à propos d'Orson Welles, et qui n'a rien à voir avec le film, mais qui en réalité a été pour moi un moment magique. J'avais rendez-vous dans un hôtel, un rendez-vous professionnel avec une actrice avec laquelle on était censé travailler. Et donc on me dit oui, vous pouvez monter, etc. Donc je vais vers l'ascenseur et devant moi il y a une personne assez imposante qui entre dans l'ascenseur avant moi avec sa canne. Et donc je rentre derrière lui, l'ascenseur se ferme, il se retourne, c'était Orson Welles. Et je me suis retrouvé nez à nez avec Orson Welles dans un ascenseur, c'était au Claridge. Et il était là pour, je crois que c'était un César d'honneur cette année-là, ça devait être dans les années 80. Et j'étais interdit, c'est-à-dire que je n'ai pas pu dire un mot. Ah, vous n'avez pas pu lui parler? Ah mais impossible, rien ne sortait, c'est-à-dire que la surprise était telle, la sidération, l'émotion aussi. Parce que Citizen Kane, mine de rien, c'est quand même un film qui est profondément psychanalytique et lacanien. Parce que là, on parle d'un mot, et c'est sur un mot que tient tout le film. Le fameux mot Rosebud. C'est ça. Eh bien voilà, bien pour ceux qui veulent découvrir ce film, eh bien c'est encore possible, j'imagine, sur les plateformes streaming et puis peut-être sur Netflix. Je ne sais pas si ça se trouve ou pas, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, je pense que ça doit être tout à fait faisable de le trouver. Merci beaucoup Jérôme Goulon et merci pour la chronique d'hier, parce que je me suis fait crier par Corinne qui m'a dit tu n'as pas dit merci à Jérôme Goulon. C'est pas très grave. Allez, tout de suite, c'est le coup de fourchette de Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse, je sens pas. Je suis dilaté.
Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jardy. Bonjour Cyrielle, bonjour Jimmy Lévy. Bonjour. Alors mon coup de fourchette aujourd'hui c'est vous, Jimmy Lévy. Alors c'est marrant parce que j'aimerais jouer au field. Vous voyez ce que c'est le field ? Oui, oui. Oui, bien sûr. Alors le field, j'explique. Alors pour jouer, il faut venir plusieurs fois devant. Les organisateurs voient notre tête toutes les semaines. Et à un moment, ils vont nous proposer de jouer. Et là, j'ai devant moi le directeur, du théâtre et le field. Vous êtes mal là, du coup. Je suis mal et en même temps, je me dis, j'ai pris la carapace bleue dans Mario Kart. Et là, Bill, je suis premier. Je peux vous demander directement est-ce que je peux jouer. En tout cas, j'ai tous les humoristes qui me regardent. Ils me disent donne-lui ma vidéo et tout. Donc, on se calme, les gars, on se calme. Mais j'ai une clé USB si vous voulez après. Alors aujourd'hui, je vais parler de votre plat préféré qui est le gigot d'agneau de lait au miel. C'est ça, je me trompe pas ? Que j'ai fait hier soir. C'est pas vrai. En plus. Si. Ah bah d'accord, bah écoutez, je mets les deux pieds dans le plat, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Et là, donc du coup du gigot d'agneau de lait au miel. Et là, j'entends déjà les rabbins dire, on mélange pas le lait et la viande. Oh, du calme, l'agneau de lait, c'est un agneau qui a été justement qui boit uniquement le lait de sa mère, Dieu bénisse. Alors, je connaissais pas ce plat, du coup, je suis allé voir ce que c'était, et puis je suis tombé sur un agneau sur internet. J'ai trouvé ça trop mignon, un agneau. Je me suis dit comment on pouvait manger du gigot d'agneau de lait au miel. Et puis j'ai vu la préparation et en vrai ça a l'air pas mal. J'ai l'impression que je pense que même si je donne ça à l'agneau, même lui va dire vas-y j'adore. Même lui va. J'ai ma petite recette perso. Mais en plus c'est ça veut dire elle est customisée. Elle est géniale. Mais je suis sûr que j'en donne à l'agneau, même lui il se lève, il s'en va. Et d'ailleurs j'ai une petite blague sur ça. Est-ce que vous savez ce que dit un agneau quand il quitte une pièce ? Gigot. Voilà. Et oui, voilà. Oui, je l'ai tenté. Je l'ai tenté devant le directeur du théâtre. Vous êtes mal pour le field, vous êtes très mal. Exactement, voilà. Je l'ai tenté. Moi, vous savez que c'est pas moi qui décide. Bien sûr, oui, je sais. Il y a des gens, mais vous êtes quand même the boss. Non, mais je peux recommander. Exactement, voilà. Alors faites en sorte, Jordi. Exactement. Alors Jimmy Lévy, quand on vous demande c'est quoi votre hobby, vous répondez votre métier. Et ça, c'est magnifique parce que moi, sur mon CV, quand j'ai mis dans la section hobby, j'ai mis les Simpsons. Donc vraiment, c'est pas la même chose. Mais c'est très beau finalement parce que vous voyez votre travail comme un hobby, parce que vous serez jamais dégoûté de votre travail. Si, c'est vrai. On peut être dégoûté de son travail, pourquoi pas ? Oui, on peut continuer à travailler, mais bon, on a des métiers de passion. Bien sûr, c'est des métiers de passion. La retraite, vous connaissez pas, évidemment. La quoi ? C'est un mot vague. En ce moment, on en parle justement. Jamais vous ferez grève. Je vous dis ça parce que là, à Paris, en ce moment, c'est le bordel. Il y a une grève dans le métro. Mais non, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ces grèves qui ont lieu, nous sommes les premiers pénalisés parce que tous les théâtres de Paris bien sûr. sont dans une merde incroyable. Carrément. D'annulation de spectacles, de reports de places, de gens qui ont acheté leurs places, voilà. Et on passe. Bien sûr. Nous, on passe à l'as. Dans cette histoire, on n'existe pas. Oui, bien j'ai sûr. plusieurs artistes qui m'ont dit ça aussi. Bien sûr, exactement. Sûr. Et justement, il y a une grève dans le métro. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit en France, les grèves, c'est pas des événements, c'est des traditions. Il y en a tout le temps. Et comme ça se passe à Paris, c'est de la faute d'Hidalgo. J'aimerais beaucoup que Monsieur Martinez aille au théâtre de temps en temps. C'est vrai ? Oui, je pense que ça lui ferait le plus. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Et à nous aussi. Oui, je pense aussi. Mais de toute façon, à Paris, dès qu'on a un problème dans la ville, c'est Hidalgo, c'est notre fourre-tout. En plus, je sais pas si vous prenez le métro, mais c'est pas très gentil de dire ça. Non, mais parce que j'ai l'impression que c'est toujours la faute d'Hidalgo. J'aime bien dire à chaque fois c'est Hidalgo. Les travaux, c'est Hidalgo. Les rats, c'est Hidalgo. Non, c'est le terme fourre-tout, moi. Ah, pour dire Hidalgo, c'est ça ? Ouais, mais moi j'aime bien le mot fourre-tout. J'aime bien. C'est vraiment j'aime bien dire le mot fourre-tout. On est sur du néologisme, j'ai envie de dire. La France, c'est le seul pays où il y a une grève et on peut venir travailler car le métro est en grève, mais pas toutes les lignes. Voilà. Oui. C'est très bizarre. C'est comme si je faisais une grève le 1er mai. Ça sert à rien. Alors j'ai vu que c'était une mobilisation contre la réforme des retraites, c'est tellement loin pour moi la retraite, je sais même pas si elle existera encore pour moi. Rien que la France ça part en cacahuète là. Récemment j'ai vu qu'ils ont ouvert à Paris un bar à coquillettes. Oui. Voilà, je répète parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas la gravité de la chose, un bar à coquillettes. Faire des coquillettes, faire des pâtes. J'ai vu ça. Exactement. J'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, ok, donc maintenant le plat le plus, on va dire le plus basique maintenant coûte 10 € parce qu'on a mis du boursin dessus. Je trouve ça fou, vraiment. Le plus drôle, c'est pas que ce soit des coquillettes. Le plus drôle, c'est le prix. Oui, c'est ça, 10 € parce qu'il y a du boursin dessus. Là, on pense que vraiment c'est une blague. Oui, exactement, mais c'est ça qui me fait rigoler. Et bientôt, je pense qu'ils vont ouvrir d'autres restos, ça va s'appeler le four micro-ondes. Tu peux venir réchauffer tes plats pour 15 €.
Oui. Je suis sûr que c'est Hidalgo qui est derrière tout ça et je n'ai pas dit le mot fourre-tout. Mais bref, quoi qu'il en soit, Jimmy Lévy. Vous l'avez pensé. Oh, ben bien sûr, bien sûr. En tout cas, je vous dis bravo pour tout ce que vous avez fait pour la culture. Bravo à cette carrière qui est aussi bonne qu'un bon gigot d'agneau de lait au miel que vous savez faire. Aux petits oignons, exactement. Et je quitterai la salle de Radio J en ne disant pas gigot, mais plutôt à bientôt. À bientôt au Field. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jordi. À retrouver sur votre compte Instagram jordi.journaux. Allez tout de suite la suite de cette émission dans un instant, évidemment, avec tout ce que vous connaissez, bien sûr, le tac au tac, les questions potentielles de nos auditeurs. On parlera encore des livres de Jimmy Lévy, mais tout de suite, c'est le journal juste après la pause. À tout de suite sur Radio J. Radio J, le 6-9, 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Radio J. Si c'est le cas et que vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, le producteur, directeur artistique Jimmy Lévy, directeur du théâtre Les Enfants du Paradis. Et tout de suite, on va passer ensemble au tac au tac. Jimmy Lévy, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Mais oui, je vous vois. 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On peut tenter ça ? Oui, bien sûr. Allez, on y va. La recette de l'amour, Jimmy Lévy, qu'est-ce que c'est ? Il n'y en a pas. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Moi. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Difficile. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Tais-toi. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Je l'ai aimé. La plus belle qualité humaine pour vous ? L'humilité. Les 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie que vous avez ? La cuisine, l'écriture, la musique. Autre question, quel est votre surnom ? J'en ai pas. Votre... Si, pardon. J'ai été surnommé. J'en ai pas, mais j'ai été surnommé. On m'a surnommé, donc j'ai Jomo Lovo. Jomo Lovo, ok. Ça, c'est Danny Boone. Du Muluvu, etc. Donc toutes les déclinaisons de Jimmy Lévy, mais avec d'autres voyelles. Et sinon, moi, je m'auto-proclame, par dérision évidemment, marchand de comiques. Marchand de comiques, c'est joli. Votre philosophie de vie, Jimmy Lévy ? Désiré. Le prochain rêve que vous voudriez accomplir ? Être suffisamment indépendant de circonstances matérielles pour pouvoir continuer d'écrire. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer ? Rien. Rien. Notre émission continue tout de suite avec encore un petit bout d'interview sur Radio J. Radio J. Jimmy Lévy, vous venez de nous confier il y a quelques secondes la volonté de vouloir continuer à écrire, évidemment, et je ne pouvais pas faire cette émission sans parler de vos 2 romans. Le premier qui s'appelle Petite Reine, que vous avez sorti en 2017, et le second, l'année suivante, votre 2e roman Adoration. Il s'agit surtout de rencontres dans ces 2 livres. Petite Reine, c'est une sorte de chronique alternée de 2 voix de femmes qui parlent et qui n'ont rien à voir, qui sont diamétralement opposées. D'une part, il y a une adolescente qui vit dans une tribu au fin fond de l'Afrique. Queenie ? Non, Queenie c'est l'autre. Queenie c'est l'autre. Queenie c'est l'autre. Et l'autre est une sorte d'ex-petite star d'Ecati d'Hollywood qui finit ses jours à Malibu. Et chacune se raconte alternativement et dans une sorte de monologue. Et au fur et à mesure du roman, on va se rendre compte que ces 2 destins de femmes se rejoignent. Pour l'un, 2 femmes aux antipodes l'une de l'autre, pour le premier livre, j'entends par là, mais si proches dans leur vie, en but au mépris, à la haine que leur témoignent les hommes. C'est un petit peu, je crois, le fond du livre, en tout cas le pitch qui en est fait. Et réciproquement. Et réciproquement aussi. C'est-à-dire la haine que elle
Elles ont pour eux, Oui. mais force est de constater que c'est peut-être pour des vraies raisons. Ce livre est extrêmement cru, pour en avoir lu un passage, très dur évidemment, mais en tout cas très clair. Pour l'autre livre, une écriture plus lacérée, ce livre que j'ai dans les mains qui s'appelle Adoration, plus acéré, où vous nous plongez dans le terrorisme de l'emprise, un roman dont on ne sort pas plus indemne que d'une adoration, c'est ce qui est dit aussi. Est-ce que ce sont des témoignages d'histoires que vous avez vécues, que vous avez observées dans votre entourage? Parce qu'en règle générale, Jamie Lévy, les écritures acérées ne sont écrites que par des choses qui nous lacèrent. Alors, Adoration, c'est effectivement vient d'une histoire vécue. Voilà, pour être clair. Maintenant, elle est transposée, elle est... en fait, ce que vous vivez ne devient intéressant qu'à partir du moment où vous arrivez, vous tentez, je sais pas si vous y arrivez, mais où vous tentez d'en faire un objet littéraire. Oui. C'est tout l'intérêt. Si c'est pour se raconter, moi je ne trouve aucun intérêt aux milliers de livres qui paraissent et que j'ai eu l'occasion de lire parce que j'ai été aussi directeur de collection à un moment donné au Cherche Midi et où je recevais des manuscrits où c'était voilà, je m'appelle Machine, j'habite en banlieue, j'ai des problèmes de ci, de ça, voilà, et ça raconte ça. Alors ça le raconte en général sans beaucoup de style, on va dire. Et moi, la seule chose qui m'intéresse en littérature, c'est le style. Et en plus, ça se répète. C'est-à-dire que tout l'intérêt du vécu, c'est de le réinventer. De le réinventer différemment. Voilà. Rien d'autobiographique alors dans le premier roman. Mais vous dites ce qu'exprime Queenie, c'est tout moi. C'est tout quoi? Eh bien, écoutez, figurez-vous que cette aventure est une drôle d'histoire, parce que lorsqu'on écrit avec la voix, et à la première personne, avec la voix d'une femme, ça veut dire que pendant des mois et des mois, vous vous réveillez et vous vous couchez en étant une femme. Mais c'est ce que j'allais vous dire, Jamie Lévy. C'est troublant, un homme qui écrit sur les violences infligées par les hommes. Pourquoi cette envie-là? Je n'ai aucune réponse à ça. Écoutez, j'ai lu évidemment les articles qui traitent de ce livre-là. Vous dites que ces violences physiques ou insidieuses, vous les avez ressenties brutalement en 71 lors d'un séjour à Jérusalem. Est-ce que ça c'est vrai? Ça, c'est une invention. Complètement faux, une invention de journaliste. Oui. Très bien, alors on peut écarter cette question. On dit de vous que vous êtes le showbiz, mais vous dites, et vous me disiez tout à l'heure, un an d'écriture m'a plus transformé que 30 ans de showbiz. Qu'avez-vous alors appris de vous et transformé? Depuis que vous êtes publié, puisque vous écrivez depuis toujours. Écrire, c'est une mise à l'épreuve de... Je vais vous parler de quelque chose. Voilà. Parce que ça, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse infiniment. Et donc, du reste, j'ai parlé avec Gad à propos de son dernier film. Reste un peu. On a parlé de l'identité et de ce que c'est que l'identité. Parce que c'est ce qui est en question dans son bouquin, dans son film. Dans son film, reste un peu. Dans son film, pardon. Il se met dans une situation où il y a un trouble de l'identité. C'est-à-dire qu'il est juif, et puis tout d'un coup, il n'est pas juif. Ou il est moins juif. Ou il croit tout d'un coup à la Vierge Marie, lui qui aime tellement les femmes. Voilà, on est dans une situation où... Et en fait, on s'aperçoit que l'identité a quelque chose à voir avec l'identique, avec la répétition. Tout est dit. Donc, quand on dérègle la répétition, alors on commence à créer. Donc, quand on se dérègle dans son identité d'homme, on peut effectivement parler à la première personne comme si l'on était une femme. C'est possible, mais pour ça, il y a un vrai travail. Mais ce travail-là, il ne se fait pas par l'invention, il se fait par l'écriture. Et l'écriture est plus inventive que nos imaginaires, en fait. L'écriture nous dépasse. Elle nous écrit. Allez, tout de suite, on passe à la suite de cette émission avec le coup de cœur sur l'antenne de Radio J, Lara avec Ça repart en live. Radio J. Ça y est, c'est plié, ça va partir en live. On va s'écharper, ça va être la bagarre.
On va se dire des mots qui vont devenir gros. On va se traiter bientôt de tous les noms d'oiseaux. Bien sûr, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. J'aurais dû y penser, calmer, anticiper. Arrêter la pelote avant qu'on la tricote. Paraître intéressé, passionné, subjugué. Bien sûr, c'est moi le fautif s'ils se sont crêpés les tifs. Et la claque qu'a volée, j'aurais dû la bloquer. Et la pluie qui est tombée, j'aurais dû y penser. Le rôti qui a brûlé, j'aurais dû l'arrêter. Bien sûr, c'est ma faute si le 14 juillet ne tombe pas un lundi, s'il faut aller bosser. Si ta carte magnétique, elle est restée coincée. S'il n'y a plus de fric, si on a tout claqué. Tu sais, mon amour, je suis là pour toujours. On peut peut-être éviter de s'engueuler tous les jours. On pourrait essayer de se dire des mots d'amour. Juste un petit baiser et puis des mots d'amour. Dum tabadam tabadabadouday. Tabadam tabadabadouday. Tabadam douday. Tabadam douday. Et nous sommes en train d'écouter un titre de Lara pour son album Le Jour se lève qui paraîtra le 21 avril prochain. Bonjour Lara. Bonjour Cyrielle, merci de m'accueillir. Mais merci à vous d'être mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je voulais vous dire, vous avez la classe de Jean-Paul Antoven. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais puisque c'est un invité que j'affectionne particulièrement, eh bien voilà, je me permets de vous le dire. C'est gentil, je le prends comme un vrai compliment. Et c'est un vrai compliment. Alors on est en train d'écouter cette chanson qui est le 3e single de votre album à paraître, avec le premier single World on Fire, Le Jour se lève. On entend ça repart en live, ça repart. Dites-nous de quoi parle cette chanson et pourquoi. Ça repart en live parce que c'est un texte que j'avais écrit il y a déjà quelques années, que j'avais déjà sorti, mais c'était le début de ma reconversion musicale. Donc en fait, j'ai considéré qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait le redonner à voir. Et donc c'est une reproduction sur les thèmes de ces petites batailles de couple qui en fait peuvent devenir tracassantes, qui peuvent sur le fil entre justement les engueulades et peut-être la violence. Je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de violence dans le couple et quelque part ça évoque un peu ça, en sachant que ma conclusion c'est que l'amour devrait gagner et qu'il faut passer au-delà de ça, même si ça fait partie de la vie. Alors pour avoir lu votre biographie, Lara, je sais un petit peu ce que vous voulez dire par là, puisque dans votre enfance, une séparation de vos parents, vous étiez très tôt, je crois que vous aviez dans les 5 ans, et aujourd'hui vous êtes toujours marié en couple avec un couple qui tient. Et j'y tiens. Je salue ma femme Mirella. Et c'est très bien. Et j'ai envie justement que vous nous parliez de vous tout court, de votre parcours artistique, et comme la règle le dit, je sais que vous avez bien travaillé pour ça, vous avez 1 minute pour vous présenter sur l'antenne de Radio J, c'est parti. Oh là là, 1 minute c'est court. Donc je m'appelle Lara, je suis auteur, compositeur, interprète, mais artiste, c'est ma deuxième vie. En fait, j'ai commencé il y a longtemps avec un piano qui était à la maison, je mettais mes doigts dessus. Je me suis adolescent, on a fondé des groupes, on a joué évidemment. Et puis à 18 ans, je me suis fait un peu rattraper par la police familiale. Et donc, on était dans une époque où le « tu seras un homme, mon fils » était très, très, très fort. Et du coup, j'ai enchaîné des prépas, l'école HEC, des études en MBA à London Business School, puis à Berkeley. Et à 25 ans, je suis rentré chez L'Oréal. Et en fait, c'est une boîte extraordinaire. Donc, il y a eu tellement de challenges, tellement de choses à faire, tellement de possibilités de grandir que je me suis pas rendu compte que j'y suis resté très longtemps. Trop longtemps ? Je sais pas, non, enfin, je veux dire, c'est vraiment, on est pris dans le tourbillon, on réalise des choses qui sont belles, parce que voilà, directeur marketing, directeur général, directeur international, donc c'est une ouverture sur le monde extraordinaire, on voit des choses fabuleuses, mais ce qui est clair, c'est que moi, je suis double, en fait. Je suis Gémeaux. Et donc là, il y avait une autre partie. Alors, je sais pas, avec Jimmy Lévy aussi. Moi, il m'est venu une évidence, c'est qu'en fait, le singulier de Gémeaux, c'est quoi ? C'est j'ai mal. Et donc j'étais tout seul, il fallait que je conquière l'autre partie de moi-même. Pas moi. Hein. Incroyable. Moi, quand il n'y a pas le double, c'est difficile. Moi, ça me fait pas mal du tout. Non, mais donc pour pas avoir mal, je suis allé vers la musique. Oui. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est parce que vous aviez besoin d'aller au bout de vos rêves. Jimmy Lévy va au bout de ses rêves, exactement. Vous y êtes déjà, donc...
On n'est jamais au bout de ça. Ça, c'est faux. Oui, c'est vrai. Hein. Mais vous continuez à aller les chercher. Ah oui. Voilà. Goldman serait d'accord avec vous. Donc voilà. Et donc maintenant, j'écris des textes. J'essaie dans le milieu de la musique, j'ai aussi repris un label. J'essaie de faire en sorte que ces textes et ces musiques soient écoutés, soient entendus. Je vous remercie simplement justement de pouvoir les donner un peu à écouter. C'est avec un grand plaisir. On va écouter tout de suite Le jour se lève pendant que nous sommes en train de parler. Donc aujourd'hui, vous avez repris un label. Vous venez de nous dire Lara. Oui, alors non, Lara c'est mon nom d'artiste. Il se trouve que j'ai repris parallèlement un label parce que envie de produire, envie de donner un peu d'expérience et puis de découvrir. Envie de faire deux choses à la fois, quoi. Voilà, Gémeaux, mais j'ai plus mal. Allez, on écoute un petit peu. Ce que sera demain, changer le monde, ce n'est pas qu'une idée, et tes états d'âme n'y pourront rien changer. Si ça va mal, ou si ça va bien, c'est toi qui décides ce que sera ton destin. Le jour se lève chaque matin. Non, tu n'as pas le droit de rester dans ton coin. Le jour se lève chaque matin. Non, tu n'as pas le droit de rester dans ton coin. Planter un arbre, retrouver un ami, donner un sourire, savoir ce qui est joli. Si ça va mal, ou si ça va bien, moi je serai là pour te montrer le chemin. Trop de mots, trop de promesses en vain. C'est à toi d'écrire, fais de ton désir l'avenir. Lara, je crois que vous êtes le fils spirituel de Michel Berger et France Gall. Alors, ça serait un honneur, mais en tout cas, c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspiré. Michel Berger, France Gall, tous les Scheller, Goldman, Obispo, Calogero. Moi, j'adore la chanson française, les textes et tout ça. Et puis, Michel Berger, moi, je trouve que c'est un de ceux qui a... Parce que la chanson française, enfin, le texte français, il est super beau, mais le rythme en français, c'est plus compliqué. Et c'est l'un des premiers qui, je trouve, est arrivé à impulser du rythme dans le français. Et puis, j'ai d'autres influences qui sont... Parce que j'ai vécu aussi aux États-Unis, longtemps en Italie, mais aussi aux États-Unis. Et là, c'est plutôt Elton John, Stevie Wonder, puis Jackson Brown, Earth, Wind & Fire. Donc voilà, c'est un petit mix de ça, mais c'est vrai que Michel est là. Eh bien, en tout cas, on l'entend. C'est très agréable. Ce titre est vraiment très agréable. Merci. Il nous embarque. Merci beaucoup d'être notre coup de cœur. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, éventuellement une scène, venir vous voir, les réseaux sociaux? Dites-nous tout. Alors, la scène, je suis en train d'organiser pour septembre, pour la rentrée, là, pour l'instant, sur le disque. Par contre, les réseaux sociaux, YouTube important. Alors, bien sûr, bien sûr, toutes les plateformes, mais sur YouTube, en fait, dans l'album, il y a 10 titres et il y a 10 clips. Et donc, si vous avez envie d'aller regarder ce qui se passe sur Lara Musique, les clips sont, ils illustrent les chansons. Tout est en noir et blanc. C'est un parti pris. C'est un parti pris, oui, de DA un peu grisonnante. Et vous avez bien fait. Lara, L-A-2-R-A-T, à retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube en partie. Apparaître cet album Le Jour se lève le 21 avril prochain. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio J. Merci à vous, Cyril, c'était un plaisir. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et oui, Jimmy Lévy, on ne vous a pas oublié, loin de là. À la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble, mais sans vous, puisque c'est le travail de Nathalie Daudrieux qui s'y colle. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Jimmy Lévy. Bonjour. J'étais ravie d'assister à cet échange multiple. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais essayer de faire une petite synthèse. Moi, on m'a dit de me taire. Non, vous êtes libre. Parce que c'est un peu la quête quête que j'ai pu sentir en toile de fond, c'est cette quête de liberté. Donc on va se permettre d'être libre ensemble pour ce petit moment. J'étais déjà avec la présentation très originale du mot chasseur de tête
que Cyrielle a faite de vous. Et c'est vrai que se déroule un petit peu cette chasse à l'inconnu, à l'aventure. En même temps, un enfant qui est déraciné, qui quitte sa terre natale, ça peut tout de suite lui donner le goût de l'ailleurs ou de la nostalgie. Donc là, j'ai plutôt senti que vous cultiviez la curiosité de l'ailleurs, aller à la rencontre. Parce qu'il me semble que c'est ça aussi que vous faites très bien, c'est rentrer en relation à chaque fois, dans peut-être un livre, un film, une personne ou une passion. Quand on est un chasseur de tête, on a aussi une tête de chasseur. Oui, le monde des pensées et la tête, ça marche très très bien chez vous. Différemment du corps qui est plutôt ici dans le studio, très posé, dans une forme de maîtrise, très installé, avec et qui image aussi une pensée structurée à mon avis aussi. Donc il y a une forme de colonne vertébrale très droite qui m'a semblé être tout de suite le mot force tranquille un petit peu, une force intérieure et une double écoute que j'ai pu sentir dans l'interview que faisait Cyrielle, bien sûr, mais aussi dans les moments des chroniques. Comme si vous étiez en double réception, à la fois de ce qui se passe en vous et de ce qui se joue aussi dans le dialogue avec l'autre. Comme si vous prépariez vos pensées, vos réponses à certaines questions qui arrivent. Vous aviez toujours un temps d'avance. Une forme de rapidité. C'est une forme de schizophrénie, oui. Une forme de rapidité, voilà, peut-être de schizophrénie, qui permet d'être dans cette double présence, à la fois de son monde intérieur et de son monde extérieur, connecté à l'autre, mais tout en restant bien chez soi. C'est une importance pour pas perdre le fil, parce qu'il m'a semblé que vous étiez peut-être sous une forme de pensée en arborescence, un peu comme les ordinateurs où on ouvre une fenêtre, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. C'est marrant parce que moi j'appelle ça, dans l'écriture, j'appelle ça la déhiscence. La déhiscence, la déhiscence, exact. Vous savez, c'est la façon dont une plante pousse, c'est-à-dire que vous avez d'abord la tige, ensuite les feuilles, ensuite la fleur. De la fleur sort le fruit, du fruit sortent les graines graines retombent et remontent, etc., etc. Exactement, mais c'est tout de suite très graphique ce que vous racontez comme anecdote et j'étais vraiment avec ça, la pensée en arborescence et le mot imagé, graphique, l'imaginaire. Et j'étais vraiment très en contact avec l'intention et l'intuition aussi. Et on est avec la loi d'attraction finalement. Vous manifestez vos désirs. Vous êtes avec la puissance de manifestation. C'était vraiment ça qui était au cœur de mon écoute lors de votre intervention. Donc je dois faire court aujourd'hui, ce qui me frustre beaucoup. Mais je vais terminer en disant qu'en face de moi, j'ai l'impression d'avoir un artiste multiple qui éclaire à la fois son chemin et celui des autres, tout en manifestant ses désirs pour les transformer en plaisir. Waouh! Merci Nathalie Dedrieux, que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. C'est la fin de cette émission ensemble, Jimmy Lévy. Je rappelle qu'on peut vous retrouver à la direction du théâtre La Divine Comédie, mais aussi du théâtre Les Enfants du Paradis. Merci pour cet échange. Merci à vous. Eh bien, c'était un bonheur de vous avoir. Merci à l'artiste Lara d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Rendez-vous demain avec l'humoriste Paul Taylor, bien sûr à 15h. Belle journée à tous sur notre antenne.